Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'analyse sur Public Sénat. Avec nos experts, on donne du sens à l'actualité, on vous propose tous les jours des clés de compréhension des mutations de notre société. 90 minutes de débat, comme tous les jours, avec l'actualité. Pour commencer, une aide active à mourir pourrait s'appliquer en France à des conditions strictes. C'est l'avis rendu aujourd'hui par le comité d'éthique, première étape d'un processus qui pourrait légaliser l'euthanasie en France, qui passera par une convention citoyenne et peut-être un référendum. C'était une promesse du candidat Macron. Jusqu'où ira la loi? Réponse dans un instant. Et puis dans la seconde partie de l'émission, c'est un débat volontairement décalé de l'actualité du jour que je vous propose avec cette question. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Vincent Lindon a déjà choisi. Je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Mais c'est la même année. Je sais pas comment nos contemporains font pour arriver à comprendre quelque chose, à supporter de marcher la tête en bas, les pieds en l'air. On est dans un asile géant. Des milliers d'ouvriers morts en construisant des stades climatisés pour un événement entaché de lourds soupçons de corruption. Le constat est glaçant, la polémique grandit, vous verrez. Mais d'abord, donc, cette décision du Comité national consultatif d'éthique qui rouvre le dossier de la fin de vie. Sandra Cerquera. L'avis du comité d'éthique va peut-être marquer un tournant dans la prise en charge de la fin de vie. Il appuie l'idée d'une aide active à mourir pour des patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Le Conseil d'éthique plaide aussi pour accélérer les efforts en faveur des soins palliatifs et insiste sur la nécessité de bien appliquer la loi Leonetti, qui a ouvert en 2016 un droit à la sédation profonde et continue jusqu'à la mort pour les patients dont le décès est proche. Mais le suicide assisté ou l'euthanasie ne sont pas autorisés. Il est nécessaire de faire évoluer la loi, selon le sénateur socialiste Bernard Jomier. Parce que le sujet est sérieux, on ne peut pas voter une loi approximative. Ça n'est pas la même chose de légaliser l'euthanasie, de légaliser le suicide assisté, et donc il faut préciser ce que l'on décide de faire. Emmanuel Macron a annoncé une convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental dès octobre pendant 6 mois. Des débats seront aussi organisés dans les territoires afin d'aller vers tous les citoyens et le gouvernement engagera un travail transpartisan avec les parlementaires. La sénatrice LR, Marie Mercier, s'interroge sur l'opportunité de relancer un débat qui divise la société. Les choses ne sont vraiment pas aussi simples qu'on veut bien le laisser penser. On ne peut pas laisser cette réflexion sans qu'elle soit étayée par l'avis des professionnels. Ce qui m'amène à dire qu'une consultation citoyenne, je suis extrêmement dubitative. Nous, les médecins, on a déjà tellement de difficultés à se faire une idée, à essayer de comprendre. Notre métier, c'est le soin, c'est l'accompagnement des patients. L'objectif est d'aboutir à une nouvelle loi d'ici fin 2023. Emmanuel Macron n'exclut ni un référendum, ni une issue par voie parlementaire. Il s'est dit favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge, qui a dépénalisé l'euthanasie sous certaines conditions depuis 2002. Vous l'avez compris, c'est un long processus qui s'engage aujourd'hui. Pour débattre autour de la fin de vie, j'accueille Valérie Depatte. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit privé, membre de la commission SICAR sur la fin de vie. Isabelle de Golemin, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, rédactrice en chef du journal La Croix. Régis Aubry, bonsoir. Bienvenue à vous, membre du comité national consultatif d'éthique, rapporteur de l'avis rendu aujourd'hui, chef de service de soins palliatifs au CHU de Besançon. Et puis je rappelle le titre de ce livre, publié au printemps dernier, Penser la fin de vie, interroger la mort pour chercher un sens à la vie. C'était aux éditions Idées reçues. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est à mes côtés comme tous les mardis et jeudis dans cette émission. Bonsoir Laetitia. Régis Aubry, peut-être tout simplement, on va faire de la pédagogie aussi dans cette émission parce qu'on l'a entendu d'ailleurs dans le sujet, dans le reportage, on parle d'euthanasie, on parle de suicide assisté. C'est vraiment une question très basique, mais quelle est la différence ? Alors, ce qui relie, avant de dire ce qui est la différence, ces deux conceptions, c'est le fait que des personnes demandent une aide médicale à mourir. Ce qui relie encore les contraintes qu'on doit avoir lorsqu'on s'intéresse à ces deux conceptions, l'assistance au suicide et l'euthanasie, c'est le fait qu'il faut analyser cette demande.
une demande ne signifie pas forcément l'expression de la volonté d'une personne. Une demande peut être influencée par l'angoisse, les représentations, la peur, voire par un environnement social qui dévalorise les personnes. On l'avait montré dans un avis précédent sur les personnes âgées en particulier. Ce qui différencie l'euthanasie, l'assistance au suicide de l'euthanasie, c'est que dans l'assistance au suicide, après ce parcours qui fait qu'on analyse la demande, qui fait qu'on délibère pour s'assurer que ce que demande la personne correspond, semble-t-il, à sa volonté, on ouvre un droit à ce que la personne aille se procurer un produit létal, qu'elle peut aller se procurer ou pas, qu'elle peut absorber ou pas. C'est elle qui, dans l'exercice de ce qu'on appelle l'autonomie, fait ou est susceptible de faire cela. Dans le cas de l'euthanasie, c'est un tiers, souvent un médecin, qui injecte un produit létal et qui engage. Donc, ce tiers s'engage énormément. Et de notre point de vue, cet engagement du tiers est une différence fondamentale si on est dans la réflexion qui nous conduit à se dire est-ce qu'on est dans le respect de la volonté de la personne. Mais le tiers n'est pas forcément un médecin. Ça peut être aussi la femme, l'époux, le fils, la fille. On peut imaginer que ce tiers soit un non-professionnel de santé. On n'est pas allé sur ce registre-là parce que le fait même qu'un tiers injecte un produit létal, ça enlève ce que je disais tout à l'heure, la possibilité pour la personne de ne pas faire. Ouais. Valérie Depatte, on voit bien la complexité de ces questions. Comment une loi peut-elle y répondre ? C'est aussi le défi des prochains mois. D'autres pays l'ont fait et puis on va le faire, visiblement, dans les mois prochains. Je crois que ce qui rend la loi particulièrement difficile, c'est qu'à la fois, on le sait, la loi est un texte général, abstrait, qui s'applique à tous. Il va falloir poser des limites, des critères de minutie pour ne pas dépasser le champ de ce qui sera décidé. Et en même temps, il va falloir permettre, je crois, au corps médical et aux patients de respecter la singularité de chaque situation. Et ça me paraît particulièrement complexe parce qu'on est dans une loi tout à fait spéciale qui touche les plus vulnérables, qui touche les confins de l'intimité, de l'intime et de l'existence. C'est une loi tout à fait particulière et à mon avis, le challenge est important. Isabelle de Golemin, c'est une loi qui pourrait marquer une rupture. Est-ce que vous le craignez, vous ? Oui, alors il y a deux choses. La première chose, avant de parler de rupture, c'est peut-être un problème d'opportunité. C'est-à-dire qu'on vient de passer une période avec le Covid, on a beaucoup parlé des EHPAD, de la grande vieillesse, de la grande dépendance, et on se dit qu'il y a peut-être plus urgent à faire que d'aider les gens à mourir, c'est de les aider à bien vieillir. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Ouais. Et le gouvernement recule à chaque fois cette fameuse loi dépendance. On parlera de ça et on parlera des soins palliatifs dans un chapitre de ce débat. On le fera sans faute. Non, mais prends l'engagement. Après, effectivement, on peut se demander s'il y a une rupture anthropologique dans la mesure où on est dans une société qui est basée quand même sur la solidarité humaine, quelles que soient nos croyances, et où l'objectif par rapport à l'autre, c'est plutôt de l'aider à vivre et non pas de l'aider à mourir. Donc, effectivement, c'est ça qui est très vertigineux, c'est de se dire, là, on franchit peut-être un tabou. Encore plus si c'est le médecin qui se charge du geste. Alors, en tout cas, si c'est le médecin qui se charge du geste, je trouve que le problème, c'est que c'est sans doute pas la vocation des soignants. La vocation des soignants, c'est de nous soigner, y compris ce qu'on appelle la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophée, qui est un cas très très dur, où les gens, vous savez, sont petit à petit enfermés dans leur corps. On peut se dire que vraiment la première, parce que moi j'ai des gens très proches de moi qui l'ont eu, l'objectif des médecins autour, c'est de comprendre et de soigner et de soulager et puis de trouver des médicaments, de trouver, c'est pas de faire mourir d'abord. Donc je trouve que là, en plus, par rapport aux soignants, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on est en train de finalement dévoyer un peu le serment d'Hippocrate. Oui, mais où est la volonté impérieuse de l'individu dans ce type de dilemme ? Parce que c'est quand même votre vie. Donc un médecin décide de ma vie, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord. Oui, alors c'est ça, en plus, le problème. Mais c'est pas un médecin qui décide de notre vie. Dans ces cas-là, il y aura un dialogue, tout est prévu pour ça. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il y a il faut mettre en équilibre deux choses. C'est le droit à l'autonomie de ma vie. C'est ma vie, je peux en disposer. Et puis, le droit à la solidarité de notre société. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Et donc, on doit s'aider les uns des autres et s'aider à vivre.
Sur cette notion justement de décision raisonnée de la part du patient ou du malade en fin de vie. Cette possibilité d'abréger sa vie, de demander à abréger sa vie, doit être le bout d'un long chemin parcouru par le patient et l'équipe médicale. C'est pour ça, évidemment, c'est pas un acte de soin. Mais moi, j'ai tendance à voir ça comme le dernier acte médical quand tout a été proposé. On va en parler, vous l'avez dit, y compris des soins palliatifs d'excellente qualité, quand tout a été proposé. Quand on dispose d'aucun moyen pour qu'une personne puisse retrouver une vie supportable, alors le médecin, peut-être, peut l'aider. Régis Aubry, il y a eu des débats internes au comité d'éthique. Vous n'étiez peut-être pas forcément tous d'accord sur cet avis qui, si j'ai bien compris, tend plutôt vers le suicide assisté, c'est ça ? Oui, en tout cas, compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure et du sens différent que nous donnons à ces actes, c'est évident que si on analyse les choses au plan éthique, puisque c'est bien la fonction du comité d'éthique, le comité d'éthique n'a pas à dire ce qu'il doit faire ou pas. On a été dans l'exploration de cette tension que vous nommez entre le devoir de respect de la volonté des personnes et le devoir de solidarité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Je ne dis pas que ce que nous disons et ce qu'il faut dire, c'est un point de tension majeur autour de tout cela. Mais il nous apparaît important qu'on regarde cette dimension éthique avant d'envisager, à mon avis, la question du droit. C'est fondamental. On ne peut pas imaginer d'ailleurs qu'au terme de cette réflexion, on considère, par exemple, que tout est dit, parce que je l'ai déjà entendu, tout est dit dans le CCNE approuve, va dans le sens du droit. Oui, c'est-à-dire que comme si votre avis, l'avis du comité d'éthique, pratiquement, alors qu'il est censé ouvrir un processus, comme s'il était en train de clore le débat, quoi. Parce que ce qui a été dit, écrit, redit et réécrit dans cet avis, c'est qu'il n'y aurait rien de pire que ce qu'on pourrait appeler une loi sèche. C'est-à-dire une loi qui dirait, voilà ce qu'il faut faire. Il y a vraiment une question, un enjeu dans l'enjeu, à mon avis, c'est quel rapport notre société peut-elle avoir dans les décennies à venir vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Et cette question est d'autant plus fondamentale que notre société a tendance, qu'on le veuille ou non, à mettre de côté les personnes les plus vulnérables, et notre médecine, qui progresse, mais corrélativement à ces progrès, concourt à générer des situations de dépendance et de vulnérabilité. Il y a donc une tension très forte qui doit interpeller le politique, et fondamentalement, ce qui fait que nous nous considérons comme une société, c'est le fait que nous sommes capables de solidarité. Donc jusqu'où allons-nous dans l'exercice de cette solidarité ? Isabelle de Golemin, vous vouliez Oui, je crois qu'il faut absolument souligner que cet avis, il est complexe. Il est très lisible, mais complexe au sens où il voit toute la complexité de la situation. Et finalement, c'est un avis qu'on peut lire à peu près, me semble-t-il, dans les deux sens. On peut lire à la fin, d'accord avec tout ce qui est marqué comme condition, ou alors, non, alors là, vraiment, il y a trop de choses qui sont bouleversées. Donc l'avis, j'espère que tous les hommes politiques qui vont ensuite voter la loi liront bien cet avis qui sincèrement, dit toutes les bonnes raisons pour ne pas le faire, en quelque sorte. Et met vraiment toutes les barrières effectivement, du point de vue des soignants, du point de vue des gens, du point de vue de l'entourage, parce que c'est pas facile. Vous avez une mère Alzheimer, vous allez lui dire, écoute maman, voilà, je te donne une pilule, parce que vraiment, ça ira mieux après. Parce que c'est casse-pied de venir te voir souvent, parce que tu es mal là-dedans, parce que voilà, c'est quand même compliqué aussi pour les gens qui entourent. Donc je trouve que la vie voit très très bien l'ensemble de ces problèmes, et c'est vrai qu'à la fin on se dit pourquoi est-ce qu'il faudrait y aller, quoi. D'où l'importance de ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire de donner ces directives quand on est encore en état de le faire. Bon, je vous ai promis qu'on ferait de la pédagogie. On va continuer avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bienvenue dans ce débat. On va tout simplement rappeler ce qui existe, quelles lois existent en France. Les premières lois sur la fin de vie, elles datent de la fin des années 90. Exactement. Le premier texte sur la fin de vie, c'est une proposition de loi grâce à laquelle l'accès à des soins palliatifs devient un droit en France. Ça date de mai 1999, mais en fait c'est le choc de l'affaire Vincent Imbert qui va faire bouger les lignes. Rappelez-vous, en 2003, un jeune homme de 22 ans, tétraplégique, avait écrit à Jacques Chirac pour lui demander, je cite, le droit de mourir. Je ne peux pas vous apporter ce que vous attendez, avait répondu Jacques Chirac. C'est sa mère que vous voyez à l'image, Marie, qui avait pris la décision de l'aider à mourir, aidée elle-même par leur médecin, au risque d'être tous les deux condamnés par la justice.
justice et ce drame avait bouleversé les Français. En 2005, c'est la première loi Leonetti qui interdit en fait l'acharnement thérapeutique. Cette loi instaure en fait en creux un droit au laisser mourir qui peut prendre la forme d'un arrêt des soins et l'administration de substances antidouleurs. Mais en fait, on le comprend, ce sont d'autres drames qui vont continuer à alimenter le débat sociétal en France. On pense par exemple en 2008 à Chantal Sébir qui souffrant d'une grave maladie était comme cela défigurée. Et donc l'évolution de la loi suivante date de 2016. C'est une nouvelle loi Leonetti, mais avec le deuxième député Claes, qui prévoit maintenant d'instaurer une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades atteints d'affections graves et incurables, mais donc pas jusqu'à ce que l'on appelle l'euthanasie active. Et cette loi Claes-Leonetti, elle est entrée complètement en œuvre en 2017, donc assez récente, Thomas. Oui, et des parlementaires tentent régulièrement, Quentin, de faire évoluer le droit. On voit ce débat effectivement revenir pratiquement à chaque législature, chaque année, et cela reste un débat très clivant entre la gauche et la droite au Parlement. Et effectivement, ce sont plutôt les groupes de gauche qui essayent de faire voter ces textes. Le débat était vif, par exemple, en 2018. En février de cette année-là, on avait vu cette tribune signée par 156 parlementaires, dont certains de La République En Marche. Il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps. C'était le titre de cette tribune. Et 15 jours plus tard, 85 parlementaires, cette fois-ci venus de la droite, dont on pense par exemple à Philippe Bas ou à Bruno Retailleau, ils avaient répondu en disant « Ouvrir la porte à la légalisation de l'euthanasie, n'est-ce pas encourager cette pratique ?» La dernière fois que nous avons eu ce débat dans l'hémicycle au Sénat, c'était en mars 2021. C'est le groupe socialiste qui était à l'initiative. La loi n'avait donc pas été adoptée. Le gouvernement d'ailleurs était contre, alors même que certains sénateurs LREM avaient voté cette proposition de loi. Mais à l'époque, Olivier Véran avait voulu plutôt se concentrer sur l'égal accès aux soins pour tous, à des soins palliatifs, car en 2021, l'année dernière, encore 26 départements ne disposaient d'aucune antenne pour apaiser les douleurs des malades en fin de vie. Merci Quentin. Je reviens sur cette loi Claes-Leonetti. Régis Aubry, tout simplement, est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui ? C'est difficile de vous répondre. Je trouve que nous sommes un pays étrange qui fabrique beaucoup de lois, mais qui n'évalue jamais l'impact des lois qu'il fabrique. Donc je ne peux pas vous répondre précisément. On n'a pas de données chiffrées. Nous avons quand même quelques données que le Centre national des soins palliatifs, quelques travaux de recherche. Je vous parlerai, si nous en avons le temps, de l'insuffisance de la recherche dans un domaine où il faudrait qu'elle se développe, pour dire que cette loi est insuffisamment appliquée, ou plutôt mal appliquée parfois. C'est-à-dire ? Par exemple, si je prends une des dispositions de la loi de 2016, qui est le droit à la sédation profonde et continue dans certaines situations qui sont assez bien définies, me semble-t-il, dans le cadre de la loi, lorsque le pronostic est évalué à court terme et que la personne en fait la demande et qu'elle est atteinte d'une maladie grave, etc. On voit bien qu'il y a une difficulté à comprendre que la sédation n'est pas un moyen d'accélérer la survenue de la mort, n'est pas un produit euthanasique, mais un produit qui est destiné, comment dirais-je, à altérer la conscience, en espérant que cette altération de la conscience supprimera les souffrances dont témoigne la personne. Et j'avoue que quand on n'est pas médecin, on a effectivement du mal à voir la différence. C'est assez et c'est compliqué. Quoi. Et la ligne de crête est étroite, me semble-t-il. Mais on voit bien que l'usage qui est fait ici et là de la sédation ne correspond pas ni au sens de la loi, ni même aux termes qui ont été travaillés dans le cadre de recommandations de bonnes pratiques professionnelles par la Haute Autorité de Santé. Donc il y a quelque chose probablement d'une connaissance insuffisante et d'une application parfois inadéquate du droit. Si je peux me permettre, la différence se trouvait, en tout cas dans les travaux préparatoires, dans l'intention. C'est-à-dire qu'avec la sédation profonde et continue, l'intention n'était pas celle de tuer, mais de laisser la mort venir naturellement, en arrêtant l'hydratation et l'alimentation. Voilà. Maintenant, là je parle sous l'autorité de Régis Aubry, mais les médecins avec qui je travaille sont très méfiants, prudents, parce qu'ils estiment avoir peu de recul sur cette période, ce temps de sédation profonde et continue. Que vit la personne ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Et ça, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de personnes que ça effraie, et ça effraie les familles. Il y a eu vraiment une vingtaine, je crois, l'année dernière, de référés par des familles qui ont trouvé trop long le temps de la sédation, pour qui c'était finalement insupportable. Alors,
On dit aussi, ça aide la famille, c'est moins brutal. Mais ce temps où on ne sait pas ce que vit la personne, où elle peut quand même avoir des spasmes, enfin, bouger d'une façon ou d'une autre, finalement, fait très peur. Ouais. Isabelle de Golemin, en vous entendant l'un et l'autre, on se dit, vous parliez de temporalité ou d'opportunité, effectivement, alors vous faisiez référence à la crise Covid, etc., mais est-ce qu'on a pris suffisamment le temps d'évaluer cette loi pour déjà en mettre une autre en chantier ? Alors, je pense que non seulement on n'a pas pris le temps de l'évaluer, mais on n'a pas pris le temps de l'expliquer aux Français. Je ne suis pas sûre que tous les Français sachent ce que c'est les soins palliatifs. Là, on parle tous de soins palliatifs, on sait à peu près ce que c'est, mais donc déjà d'expliquer que normalement, quand dans un hôpital, vous avez un service ou des personnes qui sont formées pour vous aider, si vraiment vous êtes en fin de vie, à passer ce moment, à ne pas vous abandonner. En fait, c'est ça l'idée. On ne vous abandonne pas tout seul à mourir. On vous aide à passer ce cap. Ensuite, que oui, ça soit douloureux. De toute façon, la mort, elle est douloureuse. La rupture, enfin, c'est vrai que le temps de sédation peut être douloureux, mais de toute façon, c'est douloureux de voir un proche mourir. Donc ça, il faut aussi voir qu'il y a derrière cette demande peut-être une peur de nos sociétés par rapport à la mort, une envie de la maîtriser. Je pense que nous tous, nous allons mourir et nous ne pouvons pas maîtriser notre mort, en fait. Il y aura toujours quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser et il y aura toujours une douleur. Une mort douce et heureuse, moi, je n'y crois pas. Alors, je voudrais justement qu'on ouvre le chapitre sur ces soins palliatifs par une réaction. Elle était prévue un petit peu plus tard dans notre débat, donc je laisse à la régie le temps de me suivre. C'est la réaction de Claire Fourcade, qui est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle était ce matin sur RMC. Elle fait un constat. Quentin Calmet l'a amorcé, ce constat. Elle fait un constat sur l'état finalement de l'offre, pardon de ce terme, de soins palliatifs en France. La question des gens qui vont mourir, qui sont en fin de vie, c'est ceux dont nous nous occupons tous les jours. Je suis médecin dans un service de soins palliatifs, c'est mon travail. Et actuellement, pour les gens qui vont mourir, c'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. 2/3 des patients qui en auraient besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs. C'est 200 000 personnes chaque année qui auraient besoin d'être accompagnées et qui ne sont pas accompagnées. C'est 26 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Et ça, c'est l'urgence et ça, c'est le scandale. Et on a une loi qui impose des soins palliatifs pour tous et partout depuis 2002. Et peut-être qu'il serait temps de l'appliquer. Régis Aubry, c'est aussi votre métier. Vous êtes, je le rappelle, chef de service soins palliatifs au CHU de Besançon. Ce constat du manque de moyens, d'ailleurs, il y a évidemment un chapitre de l'avis du Comité national d'éthique qui est consacré à ça. Vous dites qu'il faut des moyens, c'est presque un préalable à la loi sur la fin de vie. Vous faites le même constat ? Je partage évidemment tout le constat qui est fait par le docteur Claire Fourcade. Et d'ailleurs, c'est inquiétant parce que on annonce des plans qui sont des priorités de santé publique pour le développement et on fait le constat qu'on manque de moyens. J'ai moi-même coordonné un plan il y a quelques années et on fait toujours ce constat-là. Je pense qu'on ne prend pas la mesure du besoin, tout simplement. Je crois personnellement que le besoin, il n'est pas tant celui des structures de soins palliatifs que celui d'une culture palliative intégrée à la pratique de l'ensemble des professionnels de santé. Autant dire que ça renvoie, point de vue, à la formation, à l'intégration dans la formation de la réflexion éthique, à l'intégration dans la formation de la dimension d'incertitude. La décision médicale la plus difficile à prendre actuellement, c'est probablement de ne pas faire ce que l'on sait faire, qu'en faire peut entraîner plus de souffrance que de ne pas faire. Prendre une telle décision est compliqué, de mon point de vue. Donc, de mon point de vue, si je continue mon raisonnement, ce qui est important et ce qui est défaillant, c'est l'insuffisance de la formation et de la recherche. Je plaide depuis 15 ans, je crois à peu près, pour que l'on ait des professeurs de médecine palliative, pour que l'on enseigne et que l'on fasse de la recherche. À ce jour, je vous signale que nous n'avons toujours pas de professeurs titulaires. Ça rejoint, on a fait plusieurs fois dans cette émission des débats sur la vieillesse, le bien vieillir sans aller forcément jusqu'à la question des soins palliatifs, mais le tabou de la vieillesse, du mot vieux qu'on ne prononce plus sur un plateau de télévision, ça se rejoint d'une certaine façon. Le point commun entre ce que vous dites et ce que j'évoquais, c'est la réalité de personnes en situation de grande vulnérabilité. Le paradoxe, c'est que cette population augmente à mesure que la médecine se développe. Oui. Et ça, on le sait depuis longtemps. Hein. C'est la démographie, il n'y a pas de surprise. On l'a anticipé, les démographes nous alertent depuis très longtemps. Et qu'au plan universitaire, la gériatrie est une discipline qui n'attire pas les jeunes médecins parce qu'elle est complexe, parce que c'est très compliqué. Et les soins palliatifs
de la même manière. Donc il y a quelque chose d'un défaut fondamental. S'il fallait que nous construisions des unités de soins palliatifs autant qu'il y aurait de besoin d'accompagnement de personnes, je crois que nous y passerions l'ensemble du budget de l'assurance maladie. Donc ça n'est pas cela qu'il faut choisir, mais néanmoins, je trouve, je donne mon avis en répondant à votre question, que les moyens qui sont alloués au développement des soins palliatifs ne sont pas à la mesure des besoins. Et c'est, de mon point de vue, dramatique. Valérie de Patte. Alors, si je peux en ajouter, finalement, au propos de Régis, c'est qu'en France, les soins palliatifs arrivent effectivement en fin de vie, quand les soins curatifs sont terminés. Mais les soins palliatifs sont des soins de confort qui pourraient commencer, s'ils étaient correctement développés, dès l'annonce de la maladie, dès le début. Parce qu'on a besoin, dès le début, de soins de confort. Entre 2 périodes de traitement lourd, on peut avoir besoin. Mais en France, on ne conçoit les soins palliatifs que comme la fin. Ce qui explique aussi, peut-être, le peu d'engouement des jeunes médecins. Il y a aussi une question culturelle. S'occuper que de personnes pour lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme. Il y a aussi une question culturelle, parce que vous, c'est normal, hein, vous êtes médecin, donc vous prêchez pour votre paroisse, mais il y a aussi le domicile. C'est-à-dire que dans d'autres pays, ça existe, les soins palliatifs à domicile. Les proches le demandent. Oui, c'est très difficile d'avoir des relais, justement, pour avoir de l'information, de l'aide, et les proches le demandent. Donc il y a aussi cette demande qui n'est pas forcément fournie et qui pourrait peut-être répondre à un certain problème de déséquilibre financier. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il se trouve que je n'ai pas de paroisse, je ne prêche pas pour les soins palliatifs hospitaliers, et je pense que vous avez tout à fait raison. La question du lieu de la fin de la vie est peut-être beaucoup plus importante que la question du lieu où l'on meurt. Et il faudrait peut-être que nous nous intéressions aussi à d'autres acteurs que les acteurs médicaux, à proprement parler. Quand je pense, par exemple, à des acteurs fondamentaux de l'aide au maintien à domicile, mais ça vaut pour les personnes âgées comme pour les personnes en fin de vie. Je pense aux aides à domicile, je pense aux aides soignantes. Voici des professionnels, à mon avis, qui manquent littéralement aujourd'hui dans nos systèmes, aussi bien à domicile qu'à l'hôpital d'ailleurs, et qu'il faudrait former. Isabelle de Golemin, on peut saluer alors c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, on viendra sur sa communication autour de ce débat fin de vie dans un instant, Laetitia, mais on peut saluer le fait de lancer ce débat, parce que ça vous permet de justement de peut-être briser un peu ce tabou de la vieillesse, ce tabou sociétal dont on parlait à l'instant. Oui, moi je trouve que c'est quand même une occasion. Alors on a déjà beaucoup débattu, hein, et c'est vrai que peut-être qu'il faut aussi qu'on fasse attention. On a un modèle français de l'éthique qui est assez spécifique en Europe, parce qu'il a été accompagné par le CCNE, par les juristes. On ne fait pas n'importe quoi dans les hôpitaux. Il y a eu toute une évolution. Cette loi Claes-Leonetti, elle est venue après beaucoup de réflexions. Pareil sur la recherche sur embryons. Enfin, on a en France quand même toute une réflexion, et il faudrait faire attention que le président Macron, qui semble vouloir aller vite, ne détruise pas cette espèce de tradition qui ne dépend pas des religions. Je pense que c'est une tradition qu'on a en France et qui est bien de faire attention à l'humain et à tous nos principes et comment bien les imbriquer. Ensuite, c'est vrai que moi, je trouve que la Convention citoyenne sur l'écologie avait quand même été intéressante, parce qu'elle avait permis de voir l'écart entre un citoyen pas informé et ensuite, à la fin, ils étaient informés. Alors, on peut dire que l'euthanasie, la fin de vie, c'est des choses très, très compliquées. Mais l'exercice d'expliquer à des gens comme ça, à des citoyens lambda, je trouve ça intéressant. Et c'est bien d'en débattre. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'avant que le débat soit lancé, M. Macron et les députés LREM sachent là où ils veulent aller. Oui, laisser effectivement les citoyens, les experts participer à la prise de décision. Laetitia, on se penche effectivement sur la méthode de communication du président de la République sur ce dossier de la fin de vie. C'est un dossier compliqué, qui est clivant pour les politiques, on l'a vu tout à l'heure avec Quentin. Oui, il a décidé de prendre une méthode en 2 temps. D'abord le off, et puis ensuite le on. Je vous explique. Le off, c'est avec les journalistes, hier après-midi, où il a expliqué comme ça pendant 2 heures avec les journalistes de l'association de la presse présidentielle ce qu'il voulait faire. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'ensuite, il y a bien sûr l'opinion publique. Madame, vous avez tout à fait raison, il faut informer les Français. Oui, alors ça s'est passé où, quand, comment avec C'était hier à l'Élysée, en fin d'après-midi. C'est une réunion annuelle qui se fait à huis clos. Alors, je vous conseille l'excellent article de nos confrères Politico qui raconte les coulisses croustillantes de ce rendez-vous, parce que Emmanuel Macron, si vous voulez, a fixé le cap
enfin de son second et dernier quinquennat. Et alors, parmi tous les sujets, quasiment tout était off, c'est-à-dire que les journalistes n'avaient pas le droit de le citer. Ensuite, dans leurs articles, dans leurs reportages, dans leurs papiers. Et puis, il y avait un sujet on, donc où on pouvait citer le président de la République, et c'était celui de la fin de nuit. Et ce matin, ce sujet était dans tous les médias. Il y a une question qui a traversé, y compris votre quinquennat, qui est la question de la fin de vie et de l'autorisation de l'euthanasie. Cette fois, c'est lancé, c'est mûr. C'est le moment de le faire, alors nous le ferons. Message adressé à Lynn Renault, c'était le 2 septembre à l'Élysée, quand il lui remet la Grand Croix de la Légion d'honneur. Hier soir, le président de la République a indiqué qu'une convention citoyenne allait se pencher sur le sujet pendant 6 mois. Il n'exclut pas de changer la loi, il n'exclut pas un référendum. Alors vous voyez, en fonction des médias, on assume ou pas la réunion d'hier. Parfois on met ça... c'est vrai que quand il a décoré Lynn Renault, il avait dit qu'il allait bouger. Ça c'est vrai. Mais avant même que le comité d'éthique finalement ne rende son avis à 9h, les Français étaient quasiment tous, s'ils écoutaient la radio ou avaient lu la presse, au courant de ce qui allait se passer. Et l'Élysée a tout de même attendu votre OK pour envoyer un communiqué à la presse avec la méthode. Alors ça, c'est le deuxième étage de la fusée, on va dire, la communication à destination des Français. Ben oui, avec la Convention citoyenne sur la fin de vie, organisée par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, que les oppositions avaient rappelé au bon souvenir du président. Emmanuel Macron démontre qu'il veut placer son second quinquennat sous le signe de la concertation avec les parlementaires, parce qu'il négociera avec les députés et les sénateurs, mais aussi la participation citoyenne. Et il a certainement retenu, sans le citer, les leçons de son ancien et de notre ancien président François Hollande, qui lui-même, en 2013, avait lancé une convention citoyenne sur la fin de vie avant de faire adopter la loi Claes-Leonetti en 2016. Emmanuel Macron se distinguera peut-être s'il choisit le référendum pour enfin déboucher sur cette convention. Alors justement, je voudrais bien vous entendre tous les trois sur cette question de référendum. Je commence avec vous, Valérie Depatte. Est-ce que c'est le bon objet juridique de toute façon, on est en démocratie. Plus la démocratie est démocratique, mieux c'est. Simplement, c'est un sujet, je crois qu'on sera tous les trois d'accord, pour dire sur lequel on travaille depuis longtemps. Et il est très compliqué. À mon avis, il faut un cheminement, il faut du temps pour bien comprendre les enjeux. C'est pas oui, non, je suis pour, je suis contre. Oui, mais un référendum, par définition, c'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Donc ça simplifie un peu les sujets, les thématiques. La crainte, c'est que les Français ne soient pas suffisamment informés avant de se décider. Dans le communiqué de l'Élysée, il est bien précisé qu'en parallèle de la Convention citoyenne, il y aura dans tous les territoires des discussions, des débats pour informer les citoyens. C'est pour ça, moi, le seul bémol que je mets, c'est l'information et le sens des enjeux et des conséquences. Isabelle de Golemin, référendum, vous y êtes favorable, défavorable? Non, honnêtement, moi je trouve effectivement que c'est une question tellement compliquée. Tout le monde veut bien mourir. Si on me demande est-ce que vous voulez bien mourir ou mourir dans la dignité, je dirais oui. Oui, c'est d'ailleurs c'est ce que disent les sondages aujourd'hui, 80%. Donc les gens disent oui parce qu'en fait ils ne comprennent pas la question. Donc pour moi, il y a un rôle du politique. Il y a eu un honneur du politique et encore une fois sur l'éthique, il y a quand même une tradition. Je veux dire, la dernière loi, la gauche et la droite se sont retrouvés dessus. Donc c'est possible. Donc moi je trouve que c'est vraiment aux politiques à la fin, après toute cette concertation, de voir et de choisir. Et ce que j'espère, c'est que ça ne va pas être l'occasion pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne de juste faire un petit coup de façon à prendre les voix de la gauche. Parce qu'en fait, c'est quand même ça qu'il y a derrière. Il y a toute une gauche qui est pour. Et d'ailleurs, c'est drôle que la gauche soit pour, parce que c'est quand même une loi hyper libérale. C'est dire, moi, j'ai le droit d'être autonome. Donc aujourd'hui, la gauche, elle est complètement libérale, quoi. La solidarité avec les plus vulnérables, avec les plus vieux, avec les plus pauvres, c'est pas dans son champ de regard. En tout cas, quand on écoute ce matin les réactions politiques, la gauche était pour le référendum, notamment la France insoumise, et puis à l'extrême droite, Marine Le Pen, était con, pardon. Marine Le Pen était pour le référendum, et la gauche voulait la voie parlementaire. Donc vous voyez déjà sur la méthode, il y a quand même une opposition. Votre avis, Régis Aubry? Moi, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Ce dont on parle là, le débat public, le référendum, ce sont des moyens. Ce dont on devrait parler, me semble-t-il, c'est la fin. Et la fin, elle vaut la peine qu'on y réfléchisse, c'est l'exercice de la démocratie. Comment on débat de questions complexes qui nous concernent tous, qui réveillent chez nous des représentations, des peurs, des angoisses, ou qui mobilisent des idées reçues. Comment on arrive à débattre
sur un objet complexe comme celui-ci, puisque je vous rappelle quand même que la complexité de la fin de vie et de la mort, c'est que personne n'en est revenu pour en témoigner. Et donc, c'est un peu compliqué de parler de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, la difficulté pour moi, et l'enjeu de la question de la fin de vie, c'est l'exercice de la démocratie. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important et peut-être de dangereux. Alors, dans ce débat, il y a une voix qu'on entend beaucoup depuis plusieurs mois. Elle était donnée encore une interview ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. C'est la voix de Line Renaud, marquée par son histoire personnelle. Écoutez-la, c'était en novembre 2021 sur le plateau de C'est à vous. Il faut partir avant, Régis Aubry, mais la complexité, vous nous l'avez expliqué, pour les médecins, c'est d'évaluer cet avant. Oui, mais je pense qu'on a tous un avis sur la question. La preuve, Line Renaud en a un. Et au nom de quoi la vie de l'un d'entre nous compterait plus que la vie d'un autre, fût-il important. Précisément, c'est là que se situe l'enjeu démocratique principal, c'est comment on partage des expériences personnelles pour arriver à se décentrer par rapport à son expérience et regarder l'objet complexe qu'est celui de la fin de vie, pour en débattre sans affect ou sans trop d'affect. Donc une convention citoyenne, c'est un bon outil d'une certaine façon pour vous? Pour moi, une convention citoyenne et un débat, on a contribué à ce que les espaces de réflexion éthique qui existent dans chaque région et dont une des missions est aller à la rencontre des citoyens pour aborder ces questions complexes que sont les questions éthiques, en l'occurrence les questions de fin de vie. Ces deux moyens de débattre mêlés peuvent aboutir à quelque chose d'intéressant. J'espère qu'on évitera le référendum, parce que je n'ai pas répondu à votre question, et je pense que ce serait un mauvais outil, pour le coup, un mauvais moyen pour explorer une réalité aussi complexe que celle-ci. Alors, convention citoyenne et référendum, on pourrait dire, on est ici à Public Sénat, que c'est un moyen de passer outre le travail des parlementaires. Alors, on peut soit le regretter, soit dire, parce que vous dites attention aux arrière-pensées politiques, c'est peut-être aussi un moyen d'éviter ces arrière-pensées politiques ou de les limiter et les réduire. Oui, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que l'extrême gauche apparemment est contre un référendum. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi une volonté d'aller vite, parce qu'il y a ça aussi derrière Emmanuel Macron, et ce qui est d'ailleurs assez étrange, c'est pourquoi vouloir aller vite. Et ce que je voudrais redire, ce que disait Line Renaud, c'est vrai que ce qui n'est pas normal, c'est la souffrance. On ne doit pas souffrir. Si vraiment les gens étaient dans une souffrance atroce avant de mourir, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Après, il y a aussi une souffrance de partir, il y a une souffrance aussi de l'entourage. Donc il faudrait qu'elle analyse mieux cette souffrance, qu'on sache de quoi on parle. Est-ce que c'est la souffrance parce que sa mère est en train de partir? Est-ce que c'est la souffrance de la mère? Et là, c'est pas normal. Et là, ça renvoie au problème des soins palliatifs. C'est ce que j'allais vous dire, oui, des départements où on a plus ou moins les moyens. Alors on peut imaginer... Il ne faut pas souffrir quand elle parle de décès anciens, Line Renaud, mais on peut imaginer qu'il y a eu des soins palliatifs, ou en tout cas des moyens autour. Mais moi, je me pose quand même une question. Quelle sera la question posée aux Français? Mais oui, c'est pour ça que le référendum, c'est très compliqué. Parce que la loi ne sera pas faite une fois le résultat du référendum publié. Qu'est-ce qu'on va leur demander? Effectivement, si c'est « est-ce que vous voulez bien mourir ?» dans de bonnes conditions, oui. On peut proposer un texte complet et dire oui ou non. Oui, d'accord, mais qui le lira, le texte complet? Devient complexe, pour le coup. Voilà, moi, je me demande juste quelle sera la question posée. On a regardé un peu les législations ailleurs en Europe. Les pays d'Europe qui autorisent l'euthanasie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne. Les pays d'Europe qui autorisent le suicide assisté, Luxembourg, Espagne, Suisse, Autriche. Je rappelle la différence. L'euthanasie, c'est un tiers qui peut être un médecin qui administre le produit létal. Le suicide assisté, on permet à la personne d'aller chercher elle-même le produit. Si j'ai bien résumé ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Je parlais de la Suisse. La Suisse où vivait Jean-Luc Godard, le cinéaste dont on a appris la mort aujourd'hui. Il a choisi le suicide assisté, c'est ce qu'un proche de la famille a annoncé au quotidien Libération. Regardez, je cite ce témoignage. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé. Il avait donc pris la décision d'en finir. C'était sa décision. C'était important pour lui que ça se sache. Et ça me rappelle un autre acte, d'une certaine façon militant, c'est celui de la maman, de la mère de Lionel Jospin, morte en 2002 à l'âge de 92 ans. Et voici ce que disait son avis de décès. Mireille Jospin-Dandieu, sage-femme, veuve de Robert Jospin, membre du comité de parrainage de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, a décidé dans la sérénité de quitter la vie à l'âge de 92 ans, le 6 décembre 2002. Régis Aubry,
alors je ne suis pas dans l'intimité de ces deux familles, mais ce que je comprends, c'est que Jean-Luc Godard et Mireille Jospin n'étaient pas malades. Ils ont fait le choix de partir. La loi française leur interdisait, donc ils se sont... Enfin, pour Mireille Jospin, elle s'est mise hors la loi. C'est aussi pour... trouver une solution face à ces familles qui veulent aller jusque-là, qu'il faut faire évoluer notre loi, d'après vous ? On n'est pas allé aussi loin dans notre réflexion et on n'y est pas allé volontairement. C'est-à-dire que demander de l'aide parce qu'on est fatigué de vivre, si je résume un peu ce que vous expliquez, je ne porte pas de jugement sur, moi non plus. Sur cela, parce que qui serais-je pour en porter, mais c'est quand même différent que de demander de l'aide à mourir lorsqu'on souffre tant que la vie n'a plus de sens pour nous. Et sur ce deuxième point, nous avons fait porter notre réflexion. Et c'est, à mon avis, quand même par là que nous devons commencer la réflexion, me semble-t-il. Il y aurait quelque chose de totalement incongru à ouvrir la possibilité de l'assistance au suicide en dehors du champ de la pathologie. Vous nous dites que ce sont des débats différents, pourquoi ? Parce que c'est un débat différent que de savoir si on peut répondre à la demande d'une personne pour qui la vie n'est plus que souffrance, est devenue insupportable, et répondre à une demande qui serait simplement de choisir le moment de son décès. C'est ça. Ce sont deux choses quand même différentes. Vous avez la personne peut-être lu qui choisit son décès et ne serait-ce que plus autonome, un peu moins vulnérable que celle qui est dans une souffrance extrême. La fille de Mireille Jospin, Noël Châtelet, avait raconté ça dans un livre, je crois que c'était La dernière leçon, le titre de ce livre. Moi, j'avais été frappé par la sérénité familiale. C'est-à-dire que ce choix de leur maman leur a donné la possibilité, pendant 1 an, puisque la date avait été annoncée, de discuter, de se souvenir des bons moments. Enfin, ça ne m'avait pas choqué, finalement, raconté de cette façon-là. En fait, moi, je crois que tout le monde peut se suicider. Bon. La société, c'est quand même un drame, le suicide. Mais tout le monde peut se suicider. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de se suicider. Donc, voilà, si on veut en finir, on peut se suicider. Après, je pense que le grand danger qu'explore très bien l'avis du Comité national d'éthique, c'est que si vous donnez une possibilité en disant, tu sais, mamie, tu peux demander. Alors, quand on est Madame Jospin, on a les moyens d'organiser ce truc, de et puis dire, encore une fois, c'était un acte militant, et militait pour ça depuis longtemps. Quand on est quelqu'un en dépendance, avec pas beaucoup de moyens, qui n'est pas forcément toute sa tête, etc., on peut sentir ça comme une pression. Et qu'est-ce qui nous dit qu'ensuite, il n'y aura pas des pressions pour, effectivement, les gens vont se sentir, même eux-mêmes, en fait, dire, oui, je ne vais pas peser sur mes enfants. Mais c'est horrible si on en arrive là. Pour ne pas peser sur ses enfants, on va se faire mourir. Enfin, je trouve qu'on est dans une société qui marche sur la tête. Régis Aubry. Oui, moi je serais inquiet. On peut comprendre individuellement une telle démarche, mais là on parle bien d'une réflexion. D'un texte qui s'adresse à toute la société. Parce que, en même temps que nous discutons de cela, j'ai en mémoire des travaux que nous avons pu conduire par ailleurs, et en particulier sur les enjeux éthiques du vieillissement, et où nous montrions, où nous avions découvert avec un certain effroi la réalité du suicide en France des personnes âgées, et en particulier dans les explications possibles de ce taux très élevé du suicide des personnes âgées en France par rapport aux autres pays d'Europe. Une des explications était le sentiment d'indignité que peuvent éprouver des personnes âgées lorsqu'elles ont le sentiment d'être un poids pour autrui, d'être une charge et de ne plus être utiles. Je crois qu'il y aurait un danger à considérer que ces personnes étant fatiguées de vivre, il fallait donc qu'elles cessent de vivre. Il y a peut-être une autre considération à avoir vis-à-vis des personnes âgées, c'est de considérer qu'elles ont une certaine sagesse qu'il nous faudrait pouvoir utiliser. Mais ça appelle, on revient au début de notre débat, ça appelle une véritable politique d'accompagnement du vieillissement qui aille dans ces interstices. Qu'est-ce que vieillir ou qu'est-ce qu'être vieux signifie dans une société comme la nôtre, qui est une société qui valorise quand même plutôt la jeunesse, la performance, voire la rentabilité. Et qui aide à vivre aussi beaucoup plus longtemps. Et grâce au progrès de la médecine, aide à vivre plus longtemps. Vous voyez cette espèce de paradoxe qu'il faut interroger dans notre société. De mon point de vue, ce niveau de tension éthique doit faire l'objet des débats publics. C'est important, parce que je suis persuadé que tout le monde peut entrer dans cette dimension du débat. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Régis Aubry, j'appelle le titre de votre livre « Penser la fin de vie, interroger la mort pour chercher un sens à la vie », publié aux éditions Idées reçues.